Audio Jungle. Bon début de semaine à tous et à toutes, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. Ce journal par ses principaux titres. L'élan de la rivière Foun, un prochain site à être démoli. Ceci après l'alerte de certains riverains qui ont dénoncé auprès des autorités de la ville de Kinshasa des constructions anarchiques dans ces contrées. Cette démolition vise à prévenir les inondations dont sont victimes la population environnante. Vive tension ce lundi 13 octobre à Béni, dans le Nord Kivu. Les activités scolaires et commerciales ainsi que la circulation ont été paralysées après une marche de revendication de jeunes organisée ce jour suite à l'insécurité persistante dans la région. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, merci et bienvenue dans ce journal. D'abord, cette information, plus de 50 hangars ont été calcinés lors d'un incendie qui s'est déclaré samedi 11 octobre aux environs de 21h au petit marché de meubles où les ateliers de menuiserie du quartier Binza dans la commune de Ngaliema à Kinshasa ont été calcinés. Les drames se produisent à l'endroit communément appelé site météo, à la base en rechaux d'un voisin qui a pris feu et les propriétaires voulant s'en débarrasser l'a jeté sur la toiture d'un des hangars de la menuiserie et le fait s'est rapidement propagé et a réduit en cendres plusieurs habitations et ateliers. Bilan, aucune perte en vies humaines, sauf que deux dégâts matériels sont considérables, plongeant ainsi de nombreuses familles dans la détresse. Poursuivons ce journal avec d'autres sujets d'actualité. Au terme de son séjour à Bruxelles, le chef de l'État Félix Tshisekedi s'est entretenu samedi 11 octobre dernier avec la diaspora congolaise vivant dans l'ancienne métropole. À cette occasion, le chef de l'État a apporté un éclairage sur la main tendue de son homologue rwandais pour faire la paix de Brave. Suivez cet extrait. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est par rapport à ce qui s'est passé hier. Vous pouvez suivre vous-même parce qu'il n'y avait pas de secret dans ce qui s'est passé. Je l'ai fait ouvertement. J'ai tendu la main à celui qui représente évidemment les forces qui agressent la République démocratique du Congo, pour prendre à témoin le monde entier. Parce que depuis un certain temps, vous ne le savez pas, c'est des batailles qui se passent dans les milieux diplomatiques. Vous n'êtes pas forcément toujours au courant, mais les initiés peuvent le savoir. Depuis un certain temps, on nous faisait passer, nous les victimes, comme étant des va-t-en-guerre, alors que c'est nous qui sommes agressés et que nous avions, en tant que victimes, le droit de nous défendre. Eh bien, mais dans ce droit que nous exercions de nous défendre, on commençait à vouloir nous présenter comme des gens qui ne voulaient pas la paix, qui voulaient la guerre. Et donc, moi, j'ai voulu montrer au monde entier que ce n'était pas vrai, que nous sommes les premiers à vouloir la paix. Et puisque nous voulons cette paix, ben, je tends la main maintenant pour dire, OK, alors, puisque vous dites que c'est nous qui voulions la guerre, ben maintenant je dis, nous voulons la paix, alors répondez à cela. Et vous avez vous-même suivi la réponse. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que nous avons réussi à démasquer, évidemment, ceux qui se cachaient derrière cette manipulation. Et je vous dis que cette manipulation, elle va jusqu'à l'intérieur du pays. Tous ceux qui parlent de dialogue et tout ça, qui présentent aussi à leur manière les choses en disant, voilà, on ne veut pas du dialogue. Oui, on ne veut pas de ce dialogue-là.
La main tendue du président de la République, Félix Tshisekedi, à son homologue rwandais. On en parle encore. Cette politique pour faire la paix de braves continue de susciter de réactions au sein de la classe politique congolaise. Les avis se divergent. En croire l'analyste politique Pierre Kassadi, cet appel du chef de l'État est aperçu comme une faiblesse et l'invite par ailleurs à prioriser les dialogues intercongolais. Par contre, l'analyste politique Patrick Ebala qualifie cette politique du chat qui met mal à l'aise le gouvernement rwandais. Suivez. Un geste très important, très capital en matière diplomatique, que nous suivons les réactions des gens parce que les gens vont dans tous les sens, parce qu'ils ne maîtrisent pas les notions des relations internationales. Tout celui qui est imbibé des relations internationales comprend ce qui s'est passé, c'était de la hauteur. Le président de la République a joué à ce qu'on appelle la politique du chat. La politique du chat, c'est dire on fait semblant d'être faible en mordant en dessous. Effectivement, vous avez vu les réactions. Les réactions prouvent à suffisance que ça fait mal. Vous comprenez? Lui a été tempéré. Il a fait voir au monde face à face, parce que cette opportunité qu'il cherchait depuis longtemps, le président avait toujours demandé qu'il rencontre Kagame en face. C'était une opportunité. Le forum prévoyait juste des partenariats d'ordre économique, mais le président a dû glisser l'aspect sécuritaire dans ce forum, parce qu'on parlait économie, mais on ne peut pas parler économie tant qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de paix. Le Congo a été invité, mais le Congo est menacé. Alors, pour que l'économie soit florissante, permettant à tout le monde de pouvoir bien se retrouver dans cette économie, il faudrait qu'il y ait la paix. Alors, on ne peut pas aider ceux-là qui sont en difficulté et aider ceux qui agressent les autres. C'est un signe de faiblesse que le président ne pouvait pas étaler au grand public. Nous sommes Congolais, nous sommes ses enfants. Lui est notre père, vous voyez? Et dans une maison, les enfants pensent que le papa est le plus fort. D'où le papa ne peut pas montrer ses faiblesses devant les enfants. La déclaration du président la semaine prochaine, personnellement là où j'étais, j'ai eu la chair de poule, parce que voir le président tendre publiquement la main à Paul Kagame, qu'il a dit qu'il ne les racontera qu'au ciel, le faire comme ça en tant que Congolais, je n'ai pas aimé cette façon de faire. Parce que nous devons être forts. Quand on se bat, même si vous êtes en état de faiblesse, il ne faut pas montrer toutes ces faiblesses, non. Parce que même à la dernière minute, vous pouvez prendre l'adversaire même avec les dents et il peut vous respecter. L'adoption de la semaine anglaise consistant à travailler 5 jours par semaine en République démocratique du Congo est-elle efficace pour augmenter la production afin d'assurer le bien-être de la population congolaise? Je vais cet éditorial de Michapi Voice Télévision. La République démocratique du Congo est un pays immensement riche en ressources naturelles et humaines, mais classé parmi les pays les plus pauvres de la planète Terre. Des ressources minières, des terres arables, des eaux douces, des forêts et d'autres ressources en quantité industrielle sont exportées brutes sans aucune transformation. Les défis majeurs auxquels la RDC est confrontée, c'est la création de la valeur ajoutée. La capacité du Congolais à transformer ses ressources en biens consommables reste moindre. Pour faciliter la transformation de ces ressources, il faut utiliser 3 facteurs de production, à savoir le capital, les machines et l'homme. La meilleure combinaison de ces facteurs de production pourra orienter la RDC de l'expansion à la croissance économique soutenue par la production de biens fabriqués en RDC. Est-il possible de développer la RDC en travaillant 4 jours par semaine? Certains pays qui ont pérennisé leur croissance économique et qui ont installé solidement leur système de production ont décidé de travailler 3 ou 4 jours par semaine. La RDC importe le 100% de ses consommations pendant qu'elle est en face des avantages comparatifs énormes. Le Congolais n'est-il pas étouffé par les manques d'une politique gouvernementale insistant à la production
production et à la consommation locale. Le gouvernement congolais a instauré la semaine anglaise qui consiste à travailler du lundi au vendredi. En pratique, chaque vendredi, le gouvernement s'est réuni en conseil de ministres. Cette activité gouvernementale paralyse la journée du vendredi qui en principe est plus ou moins chômée. Il est certain que l'administration publique et les cabinets ministériels fonctionnent en plein régime du lundi à jeudi, soit 4 jours par semaine. Les Congolais ont tellement besoin du temps et de jours de travail pour transformer les ressources en biens consommables. N'est-il pas nécessaire que le gouvernement congolais change le jour du conseil de ministres en programmant des réunions soit le dimanche après-midi ou soit le samedi après-midi? L'idéal serait de laisser l'administration publique de travailler en plein régime du lundi au vendredi et prendre la moitié de la journée du samedi afin de maximiser les chances d'augmenter la production. Un pays sous-développé ne devrait pas imiter les pratiques des pays équipés et développés. L'histoire nous apprend que les pays qui ont été imités avaient beaucoup travaillé pour atteindre la stabilité actuelle. N'est-il pas improductif de mobiliser les peuples au repos et aux vacances dans un pays plein de ressources inexploitées? Celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus, dit la Sainte Bible. Dossier à suivre. J'ai annoncé en titre, les opérations de démolition de constructions anarchiques se poursuivent à Kinshasa, le long de la rivière Funa, notamment dans la commune de Kalamou et Lumété sont dans le viseur de l'hôtel de ville. Ces démolitions visent à protéger les infrastructures et à prévenir les inondations causées par la construction sur le berge. Les habitants environnants sont invités à prendre de mesures, une initiative saluée par certains Cunois. Suivez. C'est dans le cadre d'une campagne plus large du gouvernement provincial de Kinshasa avec l'hôtel des villes visant à lutter contre l'urbanisation sauvage à travers la capitale congolaise que les opérations de démolition des constructions anarchiques se poursuivent à Kinshasa. La prochaine étape est donc prévue le long de la rivière Funa, notamment dans la commune de Kalamou et Limité, comme ces images les témoignent. Ceci après alerte de certains Kinois qui veulent voir les riverains des quartiers épargnés cette fois-ci des inondations dont ils sont toujours victimes, surtout pendant la saison pluvieuse. Regardez ce pont qui s'est transformé en dépotoir et c'est ce qui est à la base des immondices, car ces immondices ont bloqué les passages d'eau. Nous sommes d'accord que l'État fasse son travail pour le bien de tous. Les immondices ont atteint le même niveau que ces ponts, c'est incroyable. L'immoralité des Congolais nous dépasse. Alors, nous attendons vraiment cette opération pour que cette rivière puisse bien respirer. Mais l'État a son abisso à fond la rivière nabiso oyasima comme ça. Ainsi, des mises en demeure ont été distribuées aux parcelles concernées pour que la loi de la République sur la matière soit appliquée afin que la rivière retrouve son espace. Le monde a célébré ce lundi 13 octobre la journée internationale pour la réduction de risques de catastrophes sous les thèmes financer la résilience, pas les catastrophes. Cette journée invite chacun à repenser à la manière dont nous nous préparons aux catastrophes en l'investissant dans la prévention avant qu'elles ne surviennent. Suivez. Les catastrophes constituent une menace croissante pour la prospérité économique et le développement durable, leur coût étant sous-estimé et insoutenable. La diminution de l'aide internationale rend encore plus crucial le besoin de réduire les pertes liées aux catastrophes grâce à des investissements dans la réduction des risques de catastrophes. Pour réduire le coût lié aux catastrophes, le pays doit augmenter les fonds alloués à la réduction de risques de catastrophes et veiller à ce que tous les investissements dans le développement tiennent compte des risques. À l'heure actuelle, la République démocratique du Congo, frappée par des catastrophes, notamment des inondations lors des pluies diluviennes du mois d'avril dernier et des érosions, doit multiplier des efforts non seulement financiers, mais aussi des salubrités afin de prévenir contre le risque de catastrophes naturelles. Pour la petite histoire, le 21 décembre 2029, l'Assemblée générale va décider de désigner le 13 octobre comme date de
commémoration de la Journée internationale de prévention de catastrophes. L'objectif de cette journée est de sensibiliser les gens à la manière de prendre des mesures afin de réduire leurs risques en cas de catastrophe. En 2025, cette journée internationale a pour thème « Financer la résilience, pas les catastrophes ». Elle appelle à un changement décisif, financer la résilience maintenant pour éviter de payer pour le catastrophe plus tard. Direction province, l'Assemblée provinciale du Congo central a désormais une nouvelle équipe dirigeante. Victor Nswami a été élu président de cet organe délibérant à l'issue d'une vote organisée samedi 11 octobre dernier. Cette élection s'est déroulée dans une ambiance tendue marquée par une forte présence des éléments de la police nationale congolaise. Suivez. L'équipe dirigeante de l'Assemblée provinciale du Congo central est désormais connue depuis le samedi 11 octobre 2025. Cette élection s'est déroulée dans une ambiance tendue à la mairie de Matadi. Le scrutin avait été organisé par le bureau d'âge de l'Assemblée provinciale où les députés ont élu les bureaux définitifs appelés à conduire les travaux de cette institution. L'honorable Nswami Paka Victor a été porté à la tête de l'organe délibérant avec 35 voix sur 38 votants contre 3 bulletins nuls. Le poste de vice-président est occupé par Pierre Kabangou qui a obtenu 21 voix contre 17. Le poste de rapporteur revient à Billy Ntunga qui a obtenu 31 voix tandis que Guilain Panzou est élu rapporteur adjoint avec 21 voix contre 17. Enfin, la seule femme candidate, l'honorable Rachel Diazanguka, élue avec 23 contre 16, décroche le poste de questeur. Rappelons que 38 députés provinciaux ont pris part au vote organisé par la Commission électorale nationale indépendante. Le président de l'Assemblée provinciale a promis de veiller sur la collaboration harmonieuse avec tous, dans le respect strict de la loi. L'histoire de l'Assemblée provinciale remonte en janvier 2007 pour la première législature, période pendant laquelle notre institution était dignement respectée. C'est cet idéal que je souhaite restaurer pour que notre première institution se distingue par sa dignité et sa noblesse. Ainsi, elle ne sera plus une caisse de résonance du gouvernement provincial. Honorables députés, chers collègues, notre mandat est basé sur la collaboration harmonieuse entre les bureaux et les honorables députés que vous êtes dans le respect strict de la loi et du règlement intérieur. Pour rappel, soulignons par ailleurs que 8 candidats étaient alignés pour 5 postes au bureau. Ce scrutin a permis à l'Assemblée provinciale du Congo central de se doter d'un nouveau bureau définitif après la déchéance de la quasi-totalité de l'ancienne équipe. Un nouvel ère politique s'annonce désormais au Congo central. Toujours au Congo central, remobiliser les agents chargés de la régulation de la circulation routière aux différents carrefours de la ville portuaire de Matadi était au centre d'une causerie morale qu'a tenu le commissaire provincial d'intérim de la police du Congo central le dimanche dernier. Suivez. C'était lors d'une causerie morale organisée dimanche 12 octobre par le commissaire provincial à l'intérim de la police nationale congolaise Congo central, le colonel Adolphe Baoundoa Benanga, avec les agents et cadres de la police des circulations routières, garnison de Matadi, au commissariat provincial de la police nationale congolaise, état-major commandement, que le numéro 1 de la police nationale congolaise a martelé sur le relâchement de la réglementation de la circulation routière par les agents postés dans différents axes routiers de la ville de Matadi. Il y a lieu d'un réarmement du service de la PCR par rapport au comportement observé de quelques agents dans différents carrefours, a-t-il indiqué, tout en dénonçant un désordre constaté au niveau de responsables placés au rond-point, carrefour, bifurcation. Le constat est que pendant les heures de service, ils abandonnent leur poste
Aussi, leur comportement sur terrain déplaît à la population. L'inefficacité avérée de PCR suite à l'excès de familiarité avec le conducteur de véhicule laisse à désirer. À cela s'ajoute le non-respect du code de la route, le stationnement désordonné de véhicules à gros tonnage, le contrôle non conforme des documents, la consommation des boissons alcoolisées, les embouteillages accrus dans la ville portuaire, pour ne citer que cela. Dans la foulée, le commissaire provincial à l'intérim de la police nationale congolaise au Congo central a insisté sur la discipline, la loyauté, l'esprit du corps dans le système de travail. Le colonel Baoundoa a souligné les efforts de la police de circulation routière dans son implication au respect de mesures strictes sur les grandes artères de Matadi pour la quiétude de la population ainsi que des biens. Pour clore sa communication, le patron de la police nationale congolaise Congo central a rappelé à tous les agents et cadres de la police leur mission qui est de sécuriser la population et ses biens. Je l'ai annoncé également en titre à Beni, dans le Nord Kivu. La tension est encore montée d'un cran. Ce lundi 13 octobre, plusieurs jeunes sont descendus dans le riz pour dénoncer l'insécurité persistante dans la région. Des barricades ont été érigées, de pneus brûlés et la circulation a été totalement paralysée dans certains quartiers, provoquant ainsi un arrêt momentané des activités scolaires et commerciales. Précise Pétou. À Beni, dans le Nord Kivu, la colère et la peur se mêlent dans les rues. C'est lundi matin. Après la diffusion, la veille de tracts annonçant 3 journées de grève pour exiger le retour de la paix, la population s'est réveillée dans une atmosphère tendue. Dès les premières heures, le mouvement est resté timide, mais perceptible dans plusieurs quartiers de la ville. Au centre commercial de Beni Matongé, quelques coups de feu ont retenti lorsque la police a tiré en l'air pour tenter de disperser les attroupements le long du boulevard Niamwisi. La circulation s'est poursuivie, mais de manière prudente. Boutiques, magasins et établissements sont restés pour la plupart fermés, tandis que quelques élèves seulement s'y rendaient en classe. Dans le quartier périphérique, notamment à Malépé et au rond-point Kabila, des grosses pierres ont été placées sur la rue Tchumlani, rendant la circulation difficile. Ces actes traduisent la tension qui couvre la ville, alors que les jeunes manifestants dénoncent l'inaction face à l'insécurité persistante dans la région. En fin de journée, les autorités locales, mais à Beni, où les sentiments d'abandon demeurent forts, beaucoup craignent que ces calmes précaires ne soient que provisoires en attendant une réponse concrète aux revendications de paix et de sécurité. Double cérémonie à l'Institut supérieur d'informatique de gestion ici Goma ce lundi 13 octobre. Il s'agit de la collation et clôture de l'année académique 2024-2025. Au moins 324 lauréats sont lancés sur le marché d'emploi, quand bien même la situation sécuritaire dans cette partie du pays a été toujours préoccupante, reconnaissent les autorités académiques. Eric Matoungou. C'est par un défilé des lauréats accompagné par le corps académique que cette double manifestation a commencé. Des pas de danse qui ont annoncé les couleurs de cette cérémonie, ponctuée par plusieurs mots. C'est le cas du porte-parole des étudiants qui a salué le travail qui s'est fait au niveau des autorités académiques qui, grâce à leur dévouement, l'ICIJ Goma occupe désormais une place de choix au niveau national. Dans les rapports académiques 2024-2025, il a été révélé que toutes les activités prévues pour l'année ont été réalisées et le taux de réussite de 31,44% à la première session des résultats que le secrétaire général académique lie au contexte sécuritaire et économique qui n'était pas facile cette année. Néanmoins, après la deuxième session, le résultat a atteint 88,58% de réussite. Pour sa part, Madame le directeur général de l'Institut supérieur d'informatique et de gestion Goma, le sacrifice des parents est à saluer car c'est grâce à leur rapport que ce travail vient d'être achevé. C'est là avant d'appeler les étudiants d'aller vendre positivement l'image de l'ICIJ Goma dans la société. Professeur Dr Marie-Rose Bachouira Nyenyezi. Chers diplômés, alors que vous franchissez cette étape cruciale, souvenez-vous que ce que vous avez accompli est une base solide pour bâtir votre avenir.
Soyez ambitieux mais humbles, courageux mais réfléchis, persévérants mais attentifs aux valeurs humaines et sociales qui fondent notre société. Votre réussite personnelle doit toujours s'accompagner d'une contribution positive à la communauté et à votre pays. L'avenir de l'ICIJ Goma se construit dès aujourd'hui. Et pour cela, nous avons inscrit notre institution dans une dynamique claire. Devenir un pôle d'excellence en technologie, de l'information, gestion, entrepreneuriat et recherche appliquée. Pour les lauréats, c'était un aboutissement des parcours qui annonce le début d'une aventure pleine de défis et de réussites. Tout à saluer à tous les acteurs qui ont concouru à leur formation. Ils promettent être des ambassadeurs de l'ICIJ Goma partout où ils iront. Chers camarades, la cérémonie d'aujourd'hui ne marque pas une fin, mais un commencement. Un commencement rempli de défis et d'opportunités. Le défi d'intégrer un marché du travail de plus en plus compétitif. Le défi de créer, d'innover et d'entreprendre. Le défi de rester fidèle aux valeurs inculquées par notre université. Le véritable succès ne réside pas seulement dans l'obtention des diplômes, mais dans notre capacité de transformer nos acquis en actions concrètes pour nos communautés. C'est un total de 324 lauréats qui ont été collés ces jours, à la grande satisfaction des parents et des proches. Parlons sport dans ce journal. Les léopards de la RDC qui affrontent les crocodiles du Nil du Soudan dans le groupe B de l'éliminatoire de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique le mardi 14 octobre prochain au stade de Martyr n'ont plus droit à l'erreur et pour espérer à une chance de la qualification au prochain mondial et la victoire est impérative. 51 ans après leur dernière participation dans une phase finale de la Coupe du Monde, les léopards de la République démocratique du Congo veulent à tout prix retrouver cette grande messe du football au niveau mondial. Pour ce faire, les chemins semblent encore très longs pour les fauves congolais qui, après la circulaire de la Confédération africaine de football concernant les critères de la désignation des 4 meilleurs deuxièmes des 9 groupes aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique, devoir retirer dans la course pour les meilleurs deuxièmes les 6 points obtenus contre les Sud-Soudan, les derniers des groupes B. Une situation qui place les hommes du technicien français Sébastien Desabre hors du top 4, les meilleurs deuxièmes pour les barrages africains et les oblige à une victoire face aux crocodiles du Nil du Soudan lors de la dernière journée du groupe B, le mardi 14 octobre au stade des Martyrs à Kinshasa. Rappelons que pour obtenir une qualification directe au mondial, la République démocratique du Congo doit obligatoirement battre les Soudans et espérer à une défaite en même temps du Sénégal contre la Mauritanie. Notons qu'à l'heure actuelle, les léopards occupent la 5e place dans les classements des meilleurs deuxièmes et en cas d'une victoire, ils peuvent intégrer les top 4 et aller jouer les barrages. Dans ce journal, mesdames, messieurs, mais d'abord, les rappels des titres. L'élan de la rivière Funa, prochain site à être démoli. Ceci après l'alerte de certains riverains qui ont dénoncé auprès des autorités de la ville de Kinshasa des constructions anarchiques dans ces contrées. Cette démolition vise à prévenir les inondations dont sont victimes la population environnante. Vive tension ce lundi 13 octobre à Béni. Les activités scolaires et commerciales ainsi que la circulation ont été paralysées après une marche de revendication de jeunes organisée ce jour suite à l'insécurité persistante dans la région. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par cette note sportive que nous bouclons complètement cette édition du journal qui vous a été réalisée grâce au concours rédactionnel Maurice Moulila, Merveille Momongo pour sa réalisation que nous dédions affectueusement à notre technicien Manassé Boloua qui fête son anniversaire aujourd'hui. Merci à vous tous pour l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Audio Jungle.